Bonjour, je suis Mehdi, bienvenue sur Ciné Sensei. Dans ce nouvel épisode des blockbusters de l'été, nous allons faire une sélection de plusieurs films d'animation, d'une série et de films classiques sur les plateformes de streaming. Je vais vous dire ce que j'ai préféré, ce que j'ai pas aimé, etc. Et du coup, restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, et mettez le pouce bleu pour soutenir la chaîne. Allez, générique, être passionné, c'est de Donc le premier film d'animation que je suis parti voir, c'est bien sûr le film One Piece Red. C'est un genre Negetsu, c'est action, aventure, comédie et drame fantastique, piraterie, comédie musicale, film musical. Donc film d'animation japonais. Le réalisateur c'est Goro Taniguchi et le producteur bien sûr c'est Eiichiro Oda. Scénariste c'est Korigawa Tsutomu. Et du coup, studio d'animation c'est Toei Animation et compositeur c'est Yasutaka Nakata. Il dure une 115 minutes, il est sorti entre le 6 août au Japon et le 10 août 2022 en France, tout simplement, dans tous les cinémas. Donc One Piece Red est un film d'animation japonais réalisé par Goro Taniguchi, sorti en 2022. Il est le 15e film fondé sur la série One Piece de Eiichiro Oda, dont il est célèbre dès le 25e anniversaire du manga. Alors l'histoire c'est simple, se déroule sur l'île de LHG, où l'équipage de Chapeau de Paille va voir un concert. Ils sont impatients d'écouter la chanteuse la plus connue au monde, qui s'appelle Uta, qui se trouve être la fille du légendaire pirate Shanks, le roux, et est une amie d'enfance de Luffy. Donc pour interpréter les chansons de One Piece Red, l'équipe fait appel à une superstar au Japon du nom de Ado. Âgée seulement de 19 ans, elle est une artiste les plus écoutées sur Billboard Japan Hot 100 et le classement des singles musicaux au pays du soleil levant. En France, c'est la jeune Oshi de 25 ans qui pousse la chansonnette en tant que voix chantée de Uta, grande fan de One Piece depuis une toute petite. La chanteuse n'a pas hésité à qu'on lui propose de participer au film. Donc alors, on va passer tout simplement à la critique du film. Donc j'avoue, je m'attendais pas à grand chose de ce film, de One Piece, que tout le monde connaît One Piece, l'univers de One Piece. Donc du coup on devait enfin voir en avant-première, je l'ai vu en avant-première je veux dire, et ça devait mettre en avant Shanks le roux, et du coup on a été une grosse déception. Parce qu'au final, le personnage principal c'est bien Yuta. Ce film était une comédie musicale, il n'y a que des chansons du début à la fin, c'est vraiment, au bout d'un moment c'est fatigant, c'est relou. Du coup ça raconte l'histoire de Yuta qui veut changer le monde à travers ses chansons et qui prisonne tout le monde dans une espèce de monde de rêve où il n'y a pas de piraterie, il n'y a pas de violence en gros. Et du coup, Luffy au début il est content de la revoir, et puis au fur et à mesure du film, il déchante rapidement, et du coup il décide d'arrêter à tout prix Yuta, et malheureusement Yuta a décidé d'aller jusqu'au bout et de réveiller l'espèce de démon qui s'appelle Toto Muzuka, qui va en fait foutre le bordel dans l'île quoi, tout simplement. Donc voilà, moi franchement comme je vous dis, j'attendais pas grand chose, je m'attendais pas à taper pendant 1h30 des films et des musiques, quoi, c'était vraiment relou. Les chansons par contre sont très bien, la chanteuse qui double Uta n'a rien à redire, c'est une super chanteuse. J'avoue, moi j'ai trouvé qu'elle avait une belle voix. Moi j'ai pas écouté en français, moi je l'ai vu en VO. Du coup, en VO j'ai eu la version japonaise de la chanteuse. Du coup, franchement, c'était ado, c'était vraiment sympa, moi j'ai bien aimé. Voilà, mais sinon, on reste un gros film très très beauf, où il ne se passe pas grand chose, il n'y a pas grand chose, ça raconte pas grand chose en fait. Ça tourne beaucoup autour de Yuta, et franchement, moi personnellement, ça m'a saoulé tout ce côté musical, franchement, c'était fatigant. Donc voilà, si j'avais une note à lui mettre, je mettrais, je sais pas, un 3 ou 4, tout simplement. On passe à la suite. Deuxième film d'animation que j'ai regardé, il est disponible sur Netflix, il s'appelle Le Destin des Tortues Ninja. Le film de réalisation c'est And Ward et Andy Suriano. Scénario c'est Tony Gama Lobo et Rebecca May. Musique c'est Michael Gatz. Société de production c'est Nickelodeon Movie aux États-Unis. Animation 85 minutes. Donc il est disponible sur Netflix depuis peu en fait. Vous pouvez le voir si vous êtes fan des Tortues Ninja. Donc l'histoire est simple. C'est
Le Destin des Tortues Ninja est un film d'animation américain réalisé par Ward et Andy Suriano et sorti en 2022 sur Netflix. Il s'agit d'un long métrage faisant suite à la série d'animation Le Destin des Tortues Ninja. Les événements se déroulent après ceux de la deuxième saison de la série. Donc le synopsis est simple, c'est dans un futur proche, l'humanité est sur le point de s'effondrer. Casey Jones est alors envoyé dans le passé pour tenter d'empêcher la catastrophe. Il doit prévenir les Tortues Ninja, Leonardo, Raphaël, Michelangelo et Donatello vont ainsi devoir faire face au plus grand défi de l'invasion de la Terre, une race extraterrestre, des Krang. Donc j'avoue que moi je suis un gros fan de la licence Tortues Ninja, ça vous le savez déjà. Moi j'ai connu les premiers épisodes, les premiers dessins animés, je m'attendais pas à ça du tout, parce que là c'est les derniers dessins animés qui sont sortis récemment, donc voilà, moi j'avais l'habitude de pas aller voir de dessin, c'était vachement cartoon, les personnages sont vachement exagérés, sont disproportionnés par rapport à ce que j'ai connu moi. Raphaël, on ressemble à Hulk, Leonardo il a dos à 2 balles qui est tout queue, c'est tout. Donatello, c'est un geek, ça n'a pas changé, mais bon, le dessin, ils sont complètement rien à voir avec ce que moi j'ai connu, donc ça m'a un peu perturbé, j'avoue que j'étais pas très chaud pour regarder, mais je me dis bon, pourquoi pas, on va regarder, histoire de voir ce que ça donne, mais en fait, grosse déception, c'est pareil. L'histoire en elle-même est bof, sans plus, on va pas dire un truc de ouf. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est Krang, on voit les Foot Clan, mais on voit pas Shredder. La série Nickelodeon, je sais pas pourquoi ils ont arrêté la version 2012 des Tortues Ninja qui était meilleure pour moi, à mon goût, qui ressemblait beaucoup à ce que j'ai connu, qui était plus proche de ce que j'ai connu, et là du coup ils sont partis dans un délire un peu chelou, un peu Teen Titan Go là, je sais pas si vous connaissez, de toute façon je mettrai en lien les différentes images des séries de Tortues Ninja, vous verrez la différence. Moi je suis pas du tout habitué à ce genre de série, encore la série 2003 était pas mal, la série 90 était la meilleure pour moi, mais bon celle-là, cette version 2022 des Tortues Ninja, j'ai pas accroché du tout. On sait que c'est toujours en projet qu'un nouveau film va arriver sur les Tortues Ninja qui vont être rebootés du dernier film qui est sorti en 2014 qui a fait un bid au cinéma. Du coup ils vont rebooter Nickelodeon, alors j'espère qu'ils vont repartir dans des bonnes bases et sur les comics quoi, parce que là ça se dégrade de plus en plus et c'est vraiment décevant, le film est vraiment décevant. Bon après pour les enfants ça reste un film d'animation, ils vont être contents, ils vont voir les Tortues Ninja, donc voilà, pour les gosses, mais pour nous les anciens fans de Tortues Ninja, c'est plus du tout notre génération, ça se voit, on a été mis de côté, clairement, et du coup bon, c'est pas très intéressant, moi je leur donnerais franchement un 2 sur 20, ou un 2 sur 10 comme vous préférez, de toute façon le film en lui-même est d'une nullité sans nom, quoi. Voilà, on passe à la série. Donc la série de cette semaine, c'était la série événement qui est sortie sur Netflix. D'ailleurs, c'est le générique de l'ouverture de cette nouvelle émission. Je l'attendais avec impatience, bien sûr. Nous parlons de Sandman, qui est la série adaptée des comics tirée du même nom. Alors, le genre, c'est drame, fantasy, horreur. La création, c'est Alan Henberg, Tom Sturridge et Gwendoline Christie, c'est une actrice. Même Tom Sturridge, c'est l'acteur principal qui joue Morpheus, enfin qui joue Dream. Donc la création, c'est bien Alan Henberg. On mélange pas tout. À partir de Tom Sturridge, c'est les acteurs, d'accord. Donc Tom Sturridge, excusez-moi, j'ai du mal avec son prononciation, joue le rôle de Morpheus ou Dream, comme vous préférez, ou Rêve, d'où le nom Ciné-Rêve, bien sûr. Gwendoline Christie et Boy Holbrook et Charles Dance, Asim Chaudhry, et la musique c'est David Buckley. Il y a de nombreuses saisons, il n'y en a qu'une, il n'y a que 10 épisodes pour l'instant. Du coup en général les épisodes durent entre 37 et 54 minutes. Donc le producteur exécutif c'est Neil Gaiman qui est aussi le créateur de cette série, et David Segoyer qu'on a déjà vu faire le scénario de la trilogie de Dark Knight fait par Christopher Nolan. La société de production c'est The Plant Corporation, Phantom 4 Films, et Perups Inc. et bien sûr DC Entertainment et Warner Bros Television. Voilà, donc du coup c'est disponible depuis le 5 août, il y a une saison 2 qui est déjà confirmée, la saison 2 c'est sûr, elle est prévue. Donc alors Sandman est une série télévisée fantasy anglo-américaine créée et coproduite par Alan Henberg, basée sur les séries du roman graphique du même nom d'Neil Gaiman, publié entre 1989 et 1996 par DC Comics. Donc Tom Sturridge joue le personnage principal Morpheus ou Rêve, Vivian Archempong et Boyd Holbrook et Vanezu Samuyai sont également à l'affiche. La série est sortie le 5 août en 2022 sur Netflix, se compose de 10 épisodes. La saison 2 déjà en cours d'écriture dans l'éventualité d'une prochaine commande de Netflix. Alors l'histoire est simple, c'est Morpheus, le roi des rêves, est un des 7 infinis, se retrouve capturé dans le sous-sol d'un manoir en 1916 et cependant près de 106 ans, son emprisonnement cause un monde d'épidémie de maladie du sommeil, le marchand de sable Morpheus ou Rêve
membre des Éternels, s'échappe et entreprend un péripétie à travers les deux mondes, le monde des rêves et le monde éveillé, pour retrouver ce qu'on lui a volé et récupérer ses pleins pouvoirs, ainsi que reconstruire son royaume qui se retrouve en ruine dû à sa longue absence. Par la suite, Rêve apprend l'existence d'un vortex qui a la particularité de briser la barrière entre les mondes et cause des événements qui peuvent être terribles. Avec l'aide de la bibliothécaire et du royaume, Lucienne, la seule habitante du royaume depuis le départ de Morpheus, et son corbeau Matthew, le roi des rêves, part à la recherche du vortex afin de l'arrêter. Donc voilà pour le synopsis, donc c'est tiré des comics du même nom, Sandman, hein, bien sûr, Neil Gaiman. C'est une série qui est vraiment super bien faite. Moi j'ai adoré l'histoire, l'histoire est vraiment très intéressante. Visuellement c'est hyper beau, quoi. Visuellement c'est très très propre, les effets spéciaux sont magnifiques. Et du coup, pour les 10 épisodes, moi je les ai bouffés en l'espace de quelques jours, hein, franchement, tellement qu'on est pris par l'histoire et pris par ce qui se passe. Je connaissais pas du tout Sandman, bon je connaissais pas mal de super-héros de DC Comics, mais là c'est la première fois pour moi que je découvrais cette série, et ce personnage bien sûr, et je trouvais ça vraiment très intéressant, avec le monde des rêves, le monde de la réalité, les causes que ça a dû, parce qu'à cause de son absence et son kidnapping, ça fait des causes de ouf en fait, c'est vraiment bien fait, les effets spéciaux, ils ont fait des animaux, ils ont créé tout un monde d'univers qui est vraiment génial. J'ai beaucoup apprécié aussi la partie où Morpheus va en enfer, mais je veux pas trop spoil, je vais essayer d'en moins dire possible. Je le trouve super bien détaillé, ils ont choisi des acteurs de Game of Thrones, plusieurs acteurs de Game of Thrones ont été repris pour la série, et franchement, il est vraiment propre. Franchement, Netflix ont fait un super taf. Ils ont même incorporé une nouvelle version de Constantine qui s'appelle Johanna Constantine, qui est une ancêtre de John Constantine qu'on connaît dans l'univers DC. Et du coup, je trouve que ça colle bien l'histoire, ça colle bien l'image. Donc c'est carrément sorti des tranchées. Hein. Ça se passe à part le DC Universe ou à part les séries Arrowverse, hein, forcément. C'est une série complètement à part. Normalement, il y avait Tom Ellis qui devait jouer dedans dans le rôle de Lucifer et reprendre son rôle, mais c'est aussi pareil, une décision de Tom Ellis, il n'a pas voulu reprendre le rôle de Lucifer. Donc ils ont choisi de prendre une autre direction, et du coup je trouve que ça colle très bien à l'univers. Franchement la saison 1 est parfaite, il n'y a rien à dire, il n'y a aucun épisode qui rate, bon des fois il y a des lenteurs, hein, forcément comme toutes les séries, mais ça reste propre et simple et efficace, quoi. Franchement magnifique, j'ai adoré. Alors là cette série est une des meilleures que j'ai vues récemment après Stranger Things, hein, et franchement c'est la série de l'été avec Stranger Things, je trouve que bon ça mérite 100% à 10 sur 10 ou à 20 sur 20, elle est nickel. On va pouvoir passer au premier film live. Donc, le premier film live que j'ai regardé, c'est bien sûr Prey, qui est disponible sur Disney+, qui est devenu maintenant, aujourd'hui, la plateforme la plus bankable, en fait. Il a battu Netflix, maintenant c'est Disney+, les numéros 1, ils ont gagné ce fameux duel. Pendant tout l'été, de toute façon, il y a eu un gros duel entre les plateformes de streaming, et malheureusement, Disney a gagné, et je crois que Amazon est juste derrière, hein, avec le prochain film que je parlerai. Sur Netflix, vous verrez. En fait, il y a une guéguerre en ce moment entre les plateformes de streaming pour devenir qui c'est le numéro 1, mais ça y est, ça a été tranché. Aujourd'hui, j'ai vu l'annonce comme quoi Disney Plus a gagné et Netflix est en train de perdre de la vitesse et perdre beaucoup d'adhérents, donc c'est compliqué. Donc là, on revient sur le film Prey, qui est réalisé par Dan Trachtenberg, excusez-moi la prononciation, et le scénario c'est Patrick Hayson. La musique c'est Sarah Chachen, et la société de production c'est Davis Entertainment, donc c'est un genre, c'est science-fiction. Alors Prey ou Proie tout simplement, au Québec est un film américain réalisé par Dan Trachtenberg, sorti en 2022, et il raconte la première visite de la créature sur Terre. Bien que l'histoire se déroule avant les événements du premier film sorti en 87, le réalisateur déclare qu'il ne s'agira pas pour autant d'une préquelle car ne raconte pas les origines de Predator. Donc bien sûr, c'est bien sûr le fameux film de l'univers de Predator, la saga Predator, pour ceux qui n'ont pas encore reconnu. Donc l'histoire c'est simple, c'est en 1719 dans une tribu des Comanches, la jeune Naru veut à tout prix devenir une guerrière, mais les traditions ancestrales de son peuple en empêchent. La jeune femme est malgré tout très proche de son jeune frère, Tabe, qui est amené un jour à diriger la tribu. Naru se sent aussi forte qu'un homme et va pouvoir le prouver quand un grand danger, le Predator, menace la tribu. Donc j'avoue qu'on en a beaucoup entendu parler de ce fameux Predator. Au début ça devait être une suite directe de 1987, on devait avoir le retour de Schwarzenegger, mais ça ne s'est pas fait. Du coup ils sont partis dans un autre délire, ils ont dit non, on va revenir encore plus loin. Donc c'est vraiment, c'est pas une origin story, hein, faut pas se mélanger, c'est pas une origin story de Predator, mais c'est plutôt on va dire une préquelle ou un autre film de l'univers Predator.
Voilà, c'est pas le zéro, mais on n'est pas loin. Du coup, je m'attendais pas que le film fonctionne, hein. J'avoue que je m'attendais à une grosse boost, parce que malheureusement, les derniers films Predator n'ont pas été génialissimes, hein, on va pas se mentir. Ça a été beaucoup des reboots, en fait. Vraiment, le vrai premier film de Predator avec Schwarzenegger en 87 était meilleur avec le Predator 2, avec Danny Glover, qui est sorti dans les années 90 aussi. Du coup, moi je m'attendais à avoir encore une bouse, hein, parce qu'on en a déjà eu plusieurs essais. Ils ont essayé de revenir sur le Predator et ça n'a jamais fonctionné. Ils ont même fait des spin-offs avec des crossovers avec Alien pour en faire deux. Finalement, ils étaient pas mal, mais sans plus quoi. Mais le Predator 3 et 4, si on peut les nommer comme ça, parce que ça n'a rien à voir, c'est plus des reboots. Ils étaient de la merde, hein, clairement, c'était nul, c'était aucun intérêt. Pourtant, il y avait un beau casting à chaque fois. Et là, le Prey, l'actrice, je la connais pas du tout, c'est la première fois qu'on la voit. Et j'avoue que le film fonctionne très bien, avec la tribu indienne. Ils ont même réussi de doubler en Comanche pour le côté réaliste. C'est franchement très bien fait. Les scènes d'action sont génialissimes. Le Predator, ils l'ont fait un petit peu, pas les Predators qu'on a connus nous, mais genre un peu plus ancien en fait, un peu plus à l'époque préhistorique, hein, parce qu'on est au début vraiment de l'ère des humains tout simplement, et avec les armes qu'ils étaient encore pas de ouf en fait, et du coup le film fonctionne très bien, l'actrice est génialissime, les combats avec le Predator, c'est une boucherie de sang nom. Franchement, je m'attendais à pas grand chose de ce film, et je m'en suis rendu compte que c'est un film hyper cool, hyper centré action, et franchement ça marche très très bien. D'ailleurs, je pense que Disney Plus ont décidé de faire une suite, parce qu'il y a de quoi faire, hein, clairement. Le combat final est juste énorme, à la fin la jeune Naru devient une vraie guerrière, et ça fait plaisir, ça fait un petit côté badass, et franchement ça fait vraiment plaisir. C'est un film d'action comme on aime, et franchement on met un 10 sans problème. C'est un des films que j'ai préféré aussi de cette semaine, on va pas se mentir. Donc voilà, on peut passer au suite. Le nouveau film, ou le film suivant que j'ai regardé, alors c'est The Grey Man, ou L'Homme en Gris, ou L'Homme Gris comme tu préfères. La réalisation c'est Anthony et Joe Russo, que tu connais pour les films Avengers. Le scénario c'est Christopher Marcus et Stephen McFeely. Et Joe Russo. La musique c'est Henry Jackman. Les acteurs principaux, le casting est plutôt pas mal. Nous avons bien sûr Ryan Gosling dans le rôle du héros, le Graysman, et Chris Evans, aka Captain America, et Anna Darmas, qui a fait des films avec Ben Affleck et qui a joué dans le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Donc la société de production c'est HBO Studio, Rowe Kirchensbank Films. Le film dure 120 minutes, 2022, il est sorti sur la plateforme de Netflix il n'y a pas longtemps. Donc The Graysman, ou L'Homme Gris au Québec, est un film américain réalisé par Antoine et Joe Russo, est sorti en 2022. Il s'agit de l'adaptation du roman du même nom de Mark Greaney, publié en 2009. Le film connaît une sortie limitée en salle dans certains pays avant sa diffusion mondiale sur Netflix. Il s'agit par ailleurs du film le plus cher produit sur la plateforme. L'histoire c'est simple, c'est en 2003. Kurt Gentry est incarcéré dans une prison de Floride. Il est alors recruté par Donald Fitzroy de la CIA. Il fait alors partie du programme SIRA, sous le nom de code SIRA 6. Il s'agit d'une équipe de criminels travaillant comme tueurs pour des opérations secrètes du gouvernement. 18 ans plus tard, Kurt est devenu un tueur réputé. Il participe à une mission à Bangkok pour l'agence sous les ordres de Denny Carmichael, après avoir découvert des informations sensibles auprès d'un autre agent SIRA. Kurt va à son tour retrouver la cible de toutes sortes d'organisations et de groupes internationaux, notamment son ancien employé, et ainsi qu'il débarque Lloyd Hansen, un tueur sociopathe bien décidé à éliminer Kurt, va ailleurs tenter de retrouver Claire, la nièce de Donald, kidnappée par Lloyd. Donc voilà, la production, c'est un projet d'adaptation du roman Mark Greaney qui a été évoqué en janvier 2011, produit par New Rangis avec James Gray comme réalisateur et Adam Kozak, et comme scénariste Brad Pitt devait alors tenir le rôle principal jusqu'au départ de James Gray en octobre 2015. Il était ensuite prévu de féminiser le personnage principal prévu pour Charlize Theron. Le projet a alors été repris par Sony Pictures et Anthony J. Russo comme scénariste. Le projet n'a plus été évoqué jusqu'en juillet 2020. Et alors préciser que les frères Russo réaliseront le film avec le scénario signé par l'un des deux, Joe forcément, et Christophe Marcus et Stephen McFeely. Le projet est alors repris par Netflix qui espère développer une nouvelle franchise. Ryan Gosling et Chris. Du coup, la critique du film, j'ai été pas mal déçu de ce film, parce que bon, j'attendais rien entre soi, hein, mais de voir un film des frères Avengers, qui sont réalisés les Avengers, Infinity Wars et Endgame, et ils ont réalisé aussi le Captain America Winter Soldier, le 2, et Civil War.
Je pensais qu'on allait avoir un bon film d'action avec Ryan Gosling et Chris Evans, avec un beau casting comme ça. Je me suis dit ça va envoyer. Et finalement, il est nul à chier, hein, clairement. T'as l'impression qu'ils ont voulu faire un mélange entre Taken et du John Wick. Voilà, ils ont voulu se taper un délire, ils ont voulu faire du John Wick, clairement. Et maintenant, malheureusement, à cause du succès de La Mémoire dans la peau, Jason Bourne, Taken et John Wick, maintenant la plupart des acteurs veulent tous faire des films comme ça. Et du coup, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, et pour le coup là ça fonctionne pas du tout quoi. Ils ont voulu faire un truc, ils veulent faire une licence avec ça, je sais pas ce que ça va donner, hein, on va se mentir. Chris Evans avec sa moustache est ridicule, alors on se foutait de la gueule de Henry Cavill à l'époque où il avait la moustache pour Mission Impossible, Fallout, et là Chris Evans ça fait le même délire. Bon après je sais que c'est un rôle, hein, il a voulu donner un personnage, mais bon le personnage est fade et sans intérêt, même le héros principal, Ryan Gosling, c'est un bon acteur, on voit qu'il est capable de faire des films d'action maintenant, ça c'est clair. J'ai pas hâte de le voir en film de Barbie, en tant que Ken, on va pas se mentir, mais là on peut voir qu'il est capable d'assumer un rôle d'acteur de film d'action, et franchement c'est bien, je pense qu'il a voulu se faire un peu de pub pour se rassurer lui aussi, parce que pour montrer qu'il est capable, pas que de faire des films romantiques ou des comédies, hein, il est capable de faire des films d'action. Du coup on voit qu'il a fait une prépa physique et tout, plutôt pas mal, on va pas se mentir, mais le film en lui-même pour moi ne fonctionne pas, c'est trop ce qu'on a déjà vu, c'est du réchauffé, comme je vous l'ai dit il y a pas longtemps, on a déjà vu Jason Bourne, on a déjà vu Taken, on a déjà vu John Wick, et les gens essaient de refaire la même chose, ça sert à rien quoi, c'est pas la peine quoi. Changer de style quoi, ce style là et ça il a déjà été fait. John Wick 4 il va arriver l'année prochaine, franchement les gars vous avez pas le level les gars. John Wick il reste numéro 1 pour l'instant, c'est parce qu'il a fait un nouveau truc, hein, il a créé un nouvel univers. Un truc qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent, du coup c'est ça qui a fonctionné. Du coup là The Griezmann essaye de faire la même chose, mais tu vois que c'est pas aussi bien poussé que ce qu'on a déjà eu avant quoi. Donc si j'avais une note à lui mettre, hein, ça serait pas glorieux, hein, pas se mentir. Je lui mettrais un 2 ou un 3 sur 10. Franchement je l'ai pas trouvé très intéressant, je l'ai trouvé fade et sans saveur. Du coup bon, ceux qui sont fans de Chris Evans et Ryan Gosling vont approuver leur compte. Mais moi personnellement, en tant que gros film d'action avec les James Bond et tout le tralala, on l'a déjà quoi, c'est pas la peine de continuer ce genre de truc quoi. Arrêtez les gars, essayez de faire un nouveau truc, inventer un nouveau style, mais recopiez pas ce qui a déjà été fait, ça sert à rien, ça fonctionne pas de toute façon. Donc on passe au dernier film. Donc le dernier film que j'ai regardé sur les plateformes de streaming, il y a beaucoup de plateformes de streaming cette semaine, à part le One Piece que je suis parti voir au cinéma, j'ai pas pu le temps d'aller voir au cinéma. Du coup nous avons le film Waldo Détective Privé qui est sorti sur Amazon Prime Video, où le titre d'original c'est Last Look, réalisation c'est Tim Kirby et scénario c'est Howard Michael Gould et la musique c'est Peter Nachel. Les acteurs principaux sont Charlie Hunnam, que tu connais pour la série Son of Anarchy, il a fait aussi un film qui s'appelle Le Roi Arthur. Si tu l'as pas vu, c'est le dernier film sur le Roi Arthur qui est sorti. Tu as Mel Gibson qui est un grand acteur que tout le monde connaît maintenant, hein. Pas besoin de le présenter. Nous avons Morena Baccarat, Rupert Friend et Clancy Brown. Les sociétés de production c'est Romulus Entertainment, Tango Pictures et Edgegear aux États-Unis et Royaume-Uni, donc c'est un thriller. Donc Waldo Détective Privé ou Last Look est une comédie d'action américano-britannique réalisée par Tim Kirby et sortie en 2021. Il s'agit de l'adaptation du roman Last Look de Howard Michael Gould en 2018. Le synopsis, c'est le lieutenant en disgrâce de Los Angeles Police départementale Charlie Waldo vit toujours 3 ans coupé du monde au fin fond des bois. Il mène une existence paisible, cultive ses légumes et se contente du peu qu'il a. D'anciennes connaissances la sollicitent pour qu'il donne un coup de main sur une affaire épineuse et très médiatisée. La mort de l'épouse de l'excentrique Alster Pinch, qui est un acteur hyper connu quoi. Ce dernier est un acteur vedette de la série télévisée Justicière de Johnny Bench et le suspect numéro 1. D'abord réticent, Waldo finit par prendre l'affaire, surtout car son ami Lorena Nascimento, détective privé, lié à cette affaire de disparition. Le scénario de Waldo s'inspire du roman policier Last Look de Howard Michael Gould 2018 et un autre roman mettant son scène en personnage de Waldo, Below in the Line, est publié en août 2019. Eiza Gonzalez avait initialement été choisie pour le rôle de Lorena Nascimento, finalement indisponible, elle est remplacée par Morena Baccarat, que tu connais pour Deadpool, où elle joue la femme de Deadpool tout simplement. Et le tournage a débuté en juin 2019, et du coup en décembre 2021, le film a acquis les droits nord-américains du film et l'a fixé pour une sortie en février 2022. Mais bon, nous on l'a pas eu sur les plateformes on l'a pas eu au cinéma, on l'a eu direct sur la plateforme de streaming Amazon Prime Video.
qui a lancé pas mal de films d'ailleurs, il a un paquet en ce moment. Si t'as pas grand chose à faire, tu vas faire un petit tour sur Amazon, c'est le bon moment. Et du coup, bon, bah, c'est pas un film de ouf, c'est plutôt une comédie dramatique, on va dire, où bah, c'est un détective privé à la masse qui essaye de mener une enquête, un peu à la Columbo, quoi, où tout le monde lui met des bâtons dans les roues pour essayer de trouver qui c'est qui a tué la femme de l'acteur. Et bon, après, je te spoilerai pas, tu iras voir toi-même. Et au final, lui, il continue son enquête, quoi qu'il arrive, parce qu'il est persuadé que l'acteur principal, qui est rejoué par Mel Gibson, est innocent. Et au final, il veut essayer de prouver son innocence à tous les coups. Donc bon, le Charlie lui-même est un très bon acteur, mais Gibson, on n'a plus rien à prouver. Donc du coup, ça reste un film intéressant, sans plus, pas ouf non plus. Mais bon, ça se regarde, voilà, c'est pas ouf, mais ça se regarde, voilà. Ça reste un bon film, donc voilà, l'histoire est banale, hein, un meurtre, il emmène une enquête, donc voilà, c'est pas une histoire de ouf. Mais bon, pourquoi pas, après tout, hein, ça fonctionne. Et du coup, voilà, si j'avais une note à lui mettre sur ce film-là, je lui mettrais pas une note de ouf, je lui mettrais un 5 ou un 4, parce que c'était pas terrible non plus. De toute façon, les films, en ce moment, ils se ressemblent un peu tous, on voit toujours la même chose. Donc là, j'avoue que dans cette semaine, bon, c'est ce que j'ai vu, hein. Je suis désolé si certains ne te parlent pas, mais bon, si je te conseillerais d'aller voir des films, ça serait bien sûr Prey, sorti sur Disney+, qui est la préquelle de Predator, la série Sandman, c'est un truc qu'il faut obligatoirement aller voir. Et après, en film d'animation, bah, si tu as l'occasion, tu es fan de One Piece, en sachant que Netflix lance un gros budget pour la série qui devrait pas tarder à arriver. Donc voilà, ça peut être sympa, mais bon, c'est pas un film de ouf, hein. D'ailleurs, il s'est fait démonter par la critique, parce que les fans ont été déçus énormément par le scénario, par plein de choses. Et puis les chansons, une ou deux, ça va, mais pendant 1h30, c'est un peu long, on va pas se mentir. Et bon, à part c'est une grosse pub pour le disque de la chanteuse, oui, pourquoi pas, mais là, on a l'impression de voir plus une comédie musicale qu'autre chose, quoi. Et c'est vraiment fatigant. Et puis après le film Tortue Ninja, bon bah c'est pour les mioches, hein, on va pas se mentir. Voilà quoi, Tortue Ninja se dégrade de plus en plus. On espère que le reboot du film va remettre un coup de boost à cette fameuse licence qui mérite énormément. Et puis bon voilà quoi, donc sur ce, je vous laisse à une prochaine vidéo, à très bientôt, gardez le fan spirit en vous, et oublie pas, like, partage, abonne-toi, et mets des commentaires si tu as envie. Allez, salut!